À Noël l'année dernière, ma petite sœur a attrapé mon ordinateur portable sans me demander la permission et a découvert par accident que je possédais près d'1 million d'euros. 10 minutes plus tard, toute ma famille fixait mon écran comme s'il s'agissait de la preuve d'un crime et comme si j'étais la criminelle. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, mon rôle a été simple, être la fille aînée fiable, être là quand on m'appelle, envoyer de l'argent quand les choses tournent mal à l'improviste et garder le silence sur la difficulté de tout gérer seule. Ils pensaient que je survivais à peine dans un emploi de bureau ennuyeux dans une ville de province pluvieuse, ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais réellement construit. Quand ma sœur a vu ce chiffre, elle n'a pas demandé comment j'en étais arrivée là ni pourquoi je n'en avais jamais parlé, elle a tout de suite conclu que cet argent aurait dû être le sien, affirmant que je n'en avais pas besoin autant qu'elle, que j'avais toujours réussi à m'en sortir alors qu'elle avait plus galéré. Mes parents ne l'ont pas contredite, ils l'ont soutenue, pas moi, et soudain, des décennies à être reléguées au second plan se sont transformées en une exigence ouverte. Ce n'était plus une question de savoir si je pouvais aider un peu plus, c'était une attente, je devais tout leur céder. Ils parlaient de rembourser ses dettes, de lui offrir un nouveau départ, peut-être même de payer l'apport pour l'achat d'une maison pour son avenir, tout cela avec l'argent que j'avais gagné pendant qu'ils m'ignoraient. Debout au milieu de ce salon, avec les guirlandes de Noël clignotant derrière eux, j'ai réalisé que ce n'était pas juste une histoire de fête gâchée ou de compte en banque, c'était l'aboutissement de chaque rejet silencieux qui nous avait menés à ce moment. Avant de vous raconter ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où vous regardez cette vidéo, je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Les années qui ont précédé cet effondrement ont commencé bien plus tôt que je ne le pensais. Quand j'avais 8 ans, ma sœur Chloé est arrivée des semaines avant la date prévue, les adultes chuchotaient des mots comme « complications » et « risque », des termes que je ne comprenais pas à l'époque, je savais seulement qu'elle était soudainement devenue le centre de toutes les conversations. Dès qu'elle est rentrée à la maison, notre foyer s'est transformé en un lieu gouverné par la peur, peur des microbes, peur du bruit, peur de tout ce qui pourrait toucher son monde fragile. Ma mère est devenue une gardienne postée devant le berceau de Chloé, guettant le moindre signe de problème, et mon père suivait toutes ses instructions sans poser de questions, me reléguant aux marges de la famille presque du jour au lendemain. Si j'éternuais, on m'envoyait chez ma tante Valérie, si je me plaignais d'un mal de gorge, elle passait me prendre après le travail et m'emmenait dans son petit appartement à l'autre bout de la ville, laissant mes parents libres de tourner autour de Chloé. Au début, ces nuits loin de chez moi ne me dérangeaient pas, tante Valérie gardait des puzzles dans son placard et me laissait m'endormir sur le canapé avec la télévision en sourdine, mais même enfant, je comprenais ce que cela signifiait, mon absence créait le calme tandis que ma présence créait un risque. L'école est devenue le seul environnement où j'existais sans être traitée comme un danger ambulant, alors je me suis investie à fond dans mes cours, surtout parce que cela me donnait quelque chose qui m'appartenait. Mes professeurs me qualifiaient de méticuleuse, indépendante et stable, des qualités qui, à la maison, étaient traitées comme des inconvénients. Chaque fois que je ramenais un bulletin scolaire parfait, ma mère levait à peine les yeux et mon père disait « c'est bien », de la même manière qu'on commente la météo, en le notant mais sans jamais s'y intéresser, car leur énergie était réservée à Chloé, son poids, sa respiration, ses siestes, ses caprices, ses progrès. En grandissant, l'urgence autour de Chloé ne s'est pas dissipée comme tout le monde l'avait prédit, elle a vite appris que le monde se pliait à ses besoins. Si elle était fatiguée, elle restait à la maison, si elle avait un devoir à rendre, ma mère négociait un délai supplémentaire, si elle oubliait quelque chose, mon père le réparait pour elle avant même qu'elle ne le demande. On attendait de moi que je comprenne parce qu'elle avait été un « bébé miracle », une étiquette qui excusait tout. J'ai essayé de gagner ma place dans la famille par la réussite, je me suis inscrite à des clubs, j'ai été bénévole à la bibliothèque et je passais mes après-midi à ranger les fournitures de la classe juste pour m'occuper, mais rien ne changeait. Les éloges dans notre maison étaient entièrement rationnés pour Chloé, peu importe la petitesse de ses efforts. Quand elle jouait quelques notes hésitantes sur une flûte à bec en plastique lors d'une fête de l'école, mes parents traitaient cela comme une remise de diplôme, tandis que j'apprenais qu'aucun événement n'était assez important pour qu'il s'y déplace à moins que cela ne profite à son humeur. Ce qui m'a permis de tenir pendant ces années, c'était ma grand-mère, mamie, car chaque fois que je restais chez elle, elle me traitait comme quelqu'un dont les pensées comptaient. Elle m'a montré comment trier la paperasse pour les biens locatifs qu'elle gérait derrière sa maison,
et je ne le savais pas alors, mais les heures tranquilles passées à organiser les baux et les reçus ont planté les premières graines du travail autour duquel je construirais ma vie un jour. Avec elle, je n'étais pas l'enfant de trop à l'arrière-plan, j'étais simplement Camille. Quand Chloé est entrée à l'école primaire, le favoritisme est devenu plus évident, elle refusait les corvées, blâmait les autres quand elle avait des ennuis et exigeait de l'attention quand quelqu'un d'autre en recevait. Ma mère adoucissait toujours ses échecs avec des explications sur ses débuts difficiles, comme si l'univers lui devait une compensation indéfiniment, et mon père la soutenait sans hésiter. Ils ajustaient chaque limite pour s'assurer que Chloé ne se sente jamais défiée, stressée ou éclipsée. À la fin du CM2, j'avais accepté que rien de ce que je ferais ne changerait l'équilibre au sein de notre foyer, j'ai appris à m'effacer des pièces avant qu'on ne me le demande, j'ai appris à compter sur moi-même bien avant de savoir ce que signifiait l'autonomie, et quelque part dans cette adaptation silencieuse, une partie de moi a décidé d'arrêter d'attendre une reconnaissance qui n'arriverait jamais. Au début de mon adolescence, les routines de notre maison s'étaient installées dans des schémas que je ne prenais plus la peine de remettre en question. Le collège a apporté plus de bruit, plus de monde et plus d'attentes, mais rien de tout cela ne concernait mes parents, ils étaient toujours focalisés sur Chloé qui portait ses difficultés précoces comme un badge l'excusant de toute responsabilité. Si elle égarait un devoir, ma mère blâmait le professeur, si elle oubliait ses affaires, mon père traversait la ville pour aller les chercher, tandis que j'apprenais à garder une copie de tout car si je ne m'en souvenais pas moi-même, personne d'autre ne le ferait. Je passais la plupart de mes après-midi au CDI du collège, pas parce que je manquais d'amis, mais parce que je préférais les environnements où l'air semblait assez calme pour que mon esprit se pose. Je rangeais les étagères même quand personne ne me le demandait, je redressais les livres rendus et je réécrivais les étiquettes effacées, les professeurs supposaient que j'aimais le calme mais c'était plus que cela, c'était le seul endroit où je pouvais contrôler quelque chose de petit sans craindre qu'on me l'arrache. À la maison, Chloé découvrait le pouvoir de l'attention, racontant des histoires qui étiraient la vérité juste assez pour se placer au centre de tous les drames qui circulaient dans sa classe. Ma mère absorbait chaque mot, convaincue que tout conflit décrit par Chloé était un écho de son début de vie difficile, et mon père renforçait cela en la rassurant qu'elle méritait de la compréhension, que le monde devait être plus doux avec elle. Je regardais la façon dont elle s'épanouissait sous cet abri, réalisant rapidement qu'elle n'avait jamais à se surpasser à moins de le choisir. Mamie restait la seule adulte qui me voyait sans ajuster son regard, chaque week-end où je lui rendais visite, elle me tendait une petite pile de papiers administratifs, me faisant confiance pour trier les factures, faire correspondre les dates et noter les réparations à consigner. Je traitais chaque tâche comme un puzzle avec un motif caché reliant les problèmes aux solutions, et ces après-midi m'ont appris quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom, j'aimais les systèmes, l'ordre et la satisfaction de rassembler des pièces éparpillées. En grandissant, cette compétence a débordé sur d'autres domaines de ma vie, je prenais mes propres rendez-vous médicaux, je suivais mes devoirs avec des dossiers de couleurs et je créais des listes qui cartographiaient chaque semaine heure par heure. Ma mère trouvait cela trop intense, mais les professeurs louaient ma régularité. Chloé se moquait de moi pour ça, mais même elle empruntait mes fiches de révision quand elle avait besoin de rattraper son retard, ce que mes parents présentaient comme de la générosité de ma part plutôt que comme une dépendance de la sienne. Le contraste entre nous s'est creusé durant ces années, Chloé s'épanouissait socialement, passant d'un hobby à l'autre avec aisance car elle n'avait jamais à s'engager dans quoi que ce soit. Quand elle arrêtait un sport, mes parents haussaient les épaules en disant qu'elle se cherchait, quand elle abandonnait une option, ils blâmaient le programme. Moi, en revanche, je n'avais pas le luxe d'abandonner quoi que ce soit, si je voulais de la stabilité, je devais la construire moi-même. Un moment de ces années-là ressort plus que les autres. J'étais restée tard après les cours pour aider une professeure à réorganiser sa salle de classe, et quand j'ai finalement franchi la porte d'entrée, les bras chargés de matériel dont elle ne voulait plus, mes parents n'ont pas levé les yeux car Chloé venait d'annoncer qu'elle passait une audition pour un spectacle de talent, et tout le salon tournait autour de son excitation. Je me suis glissée devant eux en silence, posant les fournitures données dans ma chambre, comprenant sans rancune que ma petite réussite ne comptait pas comme une nouvelle. À la fin de la 3e, j'avais appris que l'invisibilité s'accompagnait d'une forme étrange de liberté, si personne n'attendait rien de moi, alors tout ce que j'accomplissais m'appartenait entièrement. Je n'avais pas d'applaudissements, mais je n'avais pas besoin de permission non plus, et quelque part dans la routine de l'organisation, du classement et du maintien silencieux de ma propre vie, j'ai commencé à façonner une existence bâtie sur des compétences que personne d'autre dans ma maison ne semblait remarquer.
Quand le lycée a commencé, le rythme de tout ce qui m'entourait a changé plus vite que prévu, les élèves se bousculaient pour savoir qui ils voulaient devenir, pourtant je suis entrée en seconde déjà consciente que mon avenir dépendait entièrement de la rapidité avec laquelle je pourrais construire une voie de sortie. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, certaines vérités semblaient plus surgardées derrière mes dents, mais chaque trimestre aiguisait cette motivation. Mes journées commençaient tôt car je préférais arriver avant que le bruit ne prenne le dessus. J'utilisais le calme pour planifier mes devoirs, noter les échéances et diviser les projets en parties gérables, une habitude née naturellement de mes années à gérer ma propre charge de travail mais qui devenait maintenant une bouée de sauvetage. Les professeurs ont remarqué cette constance bien avant mes parents et les petites reconnaissances se sont accumulées, félicitations du conseil de classe, recommandations, rôle de délégué, preuve silencieuse que la discipline pouvait être sa propre forme de stabilité. À la maison, les mêmes schémas persistaient, Chloé traversait le lycée avec un ensemble changeant d'intérêts qui s'estompait aussi vite qu'il se formait, essayant le conseil de la vie lycéenne un mois, le théâtre le suivant, le football après ça. Chaque nouvelle tentative était célébrée avec enthousiasme, chaque retraite silencieuse était traitée comme une épreuve inévitable, elle n'avait pas besoin de finir quoi que ce soit car quelqu'un adoucissait toujours l'atterrissage pour elle. Mes parents parlaient de son potentiel comme on parle d'oiseaux rares, fragile, exceptionnel, ayant constamment besoin d'un abri. Pendant ce temps, je me consacrais à des petits boulots, mon premier était dans une petite librairie indépendante qui avait besoin de quelqu'un pour réorganiser leurs réserves encombrées. Cela me convenait, le travail récompensait la patience, l'observation et la volonté de mettre de l'ordre dans le chaos, le propriétaire m'a vite fait confiance, me laissant mettre à jour leur catalogue obsolète et réorganiser tout leur système d'inventaire. Ce n'était pas glamour, mais cela a débloqué quelque chose, j'aimais la sensation de construire des solutions que personne d'autre n'avait la patience de voir. J'économisais tout ce que je gagnais, rangeant les billets dans des enveloppes cachées sous mon lit, chaque euro signifiait des options, et les options signifiaient la distance. Je ne savais pas encore exactement où je voulais aller, mais je savais que cela devait être assez loin pour que Chloé ne puisse pas transformer cela en une autre histoire d'abandon ou d'éclipse. Alors que les brochures universitaires commençaient à remplir le bureau d'orientation, je les abordais comme des documents de recherche plutôt que des fantasmes, comparant les programmes, les conditions d'admission, les critères de bourse et les coûts potentiels. J'ai construit un tableau croisé cartographiant les dates limites de candidature et les informations d'aide financière, et ma conseillère d'orientation m'a encouragé à viser haut, et pour la première fois, je me suis autorisée à croire que viser haut ne garantissait pas la déception. À la maison, cependant, le sujet de mon avenir faisait à peine surface, toute mention de l'université amenait mes parents à rediriger la conversation vers Chloé. Était-elle prête, se sentait-elle soutenue, l'environnement allait-il la submerger ? Il parlait de son avenir comme si le mien était une intrigue secondaire mineure. Je n'argumentais pas, le silence était devenu un outil que je comprenais bien. J'ai rempli tous mes dossiers seul, lettres de motivation, relevés de notes, recommandations, formulaires financiers. Mes parents n'ont jamais demandé si j'avais besoin d'aide et je ne leur ai jamais offert la chance de me rejeter à nouveau. La première admission est arrivée au début du printemps, puis une autre, et d'autres ont suivi, mais celle qui comptait le plus est arrivée en dernier, une université à 3 régions de là avec une bourse d'excellence couvrant les frais de scolarité, le logement, les repas et les fournitures. C'était le genre d'opportunité dont les gens rêvent, et quand j'ai ouvert l'enveloppe, mes mains tremblaient, non pas d'incrédulité, mais de la clarté soudaine et écrasante que ma vie pouvait enfin dévier du chemin sur lequel on m'avait placé. Ce soir-là, je l'ai annoncé à mes parents au dîner, je m'attendais à de la confusion, peut-être une légère surprise, mais leurs réactions ont été différentes. Ma mère s'inquiétait du transport pour Chloé si je n'étais pas là, mon père a demandé si aller dans une école aussi loin était absolument nécessaire, aucun n'a reconnu la bourse, le travail derrière ou ce que cela signifiait pour mon avenir. Chloé, levant à peine les yeux de son téléphone, a demandé si elle pouvait récupérer ma chambre une fois partie. Leur détachement ne me blessait plus comme avant, au contraire, il confirmait que partir n'était pas impulsif, c'était nécessaire depuis longtemps. L'été s'est installé et j'ai travaillé autant que la librairie me le permettait, accumulant des économies comme tampon pour tout ce que la bourse ne couvrait pas. Le propriétaire m'a offert un petit cadeau de départ lors de mon dernier jour, un carnet aux pages blanches avec une note manuscrite m'encourageant à continuer de construire les systèmes dont le monde avait besoin. Ce n'était pas sentimental au sens traditionnel, mais cela ressemblait à de la reconnaissance.
quelque chose que j'avais rarement reçu à la maison. Quand le jour du déménagement est enfin arrivé, mes parents ont prétendu qu'ils ne pouvaient pas faire le voyage parce que Chloé avait un événement bénévole qu'elle ne voulait pas manquer. Je n'ai pas protesté, j'ai chargé mes affaires dans une voiture empruntée, j'ai conduit seule sur la longue autoroute et je suis arrivée sur un campus qui semblait incroyablement vaste et ouvert. En portant le premier carton dans ma chambre universitaire, une simple réalisation s'est installée, j'avais créé cette porte moi-même, chaque étape, chaque choix, chaque quart de travail tardif. Et debout dans cette nouvelle pièce avec la lumière du soleil se déversant sur des murs inconnus, j'ai ressenti quelque chose proche de l'apesanteur, comme si j'étais enfin entrée dans une vie qui ne nécessitait plus de rétrécir pour s'adapter aux attentes de quelqu'un d'autre. Une fois le rythme de l'université installé, l'espace autour de moi semblait différent d'une manière inattendue, la liberté ne venait pas par vagues spectaculaires, elle arrivait tranquillement à travers des moments ordinaires, la capacité de choisir où je passais mon temps, ce que j'étudiais et qui j'autorisais près de moi. Sans l'attraction constante de la maison, j'avais enfin de la place pour respirer. Ma spécialisation tournait autour de l'analyse financière et de la gestion, un domaine que j'avais choisi pour sa structure autant que pour sa logique, car les chiffres ne me rejetaient pas et les systèmes ne m'oubliaient pas, tout répondait à l'effort, à la cohérence et à la clarté, 3 choses que j'avais passé ma vie à cultiver. Je me suis retrouvée attirée par des projets qui nécessitaient une attention profonde aux détails, en particulier ceux impliquant la modélisation financière et le suivi des actifs. Le travail me rappelait l'organisation des dossiers locatifs pour mamie des années plus tôt, sauf que maintenant les enjeux étaient plus grands et les problèmes plus complexes. Je prenais toutes les opportunités à temps partiel que je pouvais gérer. Mon premier emploi sur le campus consistait à aider les archives de l'université à numériser des décennies de vieux registres financiers. À première vue, le matériel semblait ennuyeux, mais les motifs enfouis à l'intérieur me fascinaient, je repérais des incohérences que d'autres manquaient, signalais des entrées mal classées et réorganisais des sections entières sans qu'on me le demande. Mon superviseur l'a remarqué, m'offrant des responsabilités supplémentaires qui poussaient mes compétences plus loin, et ces tâches ont formé une fondation inattendue qui a pris tout son sens plus tard quand je suis entrée dans un monde où la précision signifiait tout. Durant ma 2e année, j'ai postulé pour un stage compétitif dans un cabinet privé de recherche en investissement, je n'attendais rien car les étudiants avec de meilleures relations obtenaient généralement ces places. Quand j'ai reçu l'email d'acceptation, je l'ai relu plusieurs fois juste pour m'assurer que ce n'était pas une erreur. Le cabinet se spécialisait dans l'évaluation de portefeuilles négligés, de petits avoirs que les gens oubliaient souvent posséder mais qui nécessitaient authentification, vérification ou évaluation avant de pouvoir être vendus ou transférés. C'était un travail méticuleux, le genre que j'aimais, et le bureau se trouvait au dernier étage d'un immeuble étroit du centre-ville, coincé entre une société historique et une imprimerie qui utilisait encore des machines centenaires. Mon rôle était basique au début, analyse préliminaire, nettoyage de données, classification de documents, mais je travaillais vite et plus j'approfondissais, plus je réalisais que j'avais un don pour identifier les irrégularités qui n'étaient pas évidentes. Un après-midi, en examinant un vieux dossier d'actifs, j'ai trouvé la preuve qu'un lot d'obligations municipales avait été mal catégorisé des années plus tôt, et la correction a mené à un recouvrement substantiel pour un client, quelque chose que le cabinet avait négligé pendant des mois. Ce moment a tout changé. Après ça, ils m'ont confié des missions plus complexes, pas glamour mais pleines de la nuance dans laquelle je m'épanouissais. Je n'ai rien dit de tout cela à ma famille, leurs appels étaient peu fréquents et quand ils se produisaient, les conversations tournaient presque exclusivement autour de Chloé, ses drames de colocation, ses intérêts fluctuants, sa dernière raison pour laquelle elle avait besoin de réassurance ou de soutien. Mes nouvelles trouvaient rarement leur place. Quand j'ai mentionné mon stage une fois, ma mère a répondu juste assez longtemps pour dire qu'elle espérait que ça ne me stresserait pas trop. Mon père a suggéré de faire attention à ne pas m'épuiser pour de petits projets, et Chloé a simplement changé de sujet. Leur distance ne faisait plus mal, ce qui me surprenait c'était à quel point cela m'importait peu, c'était comme si j'étais sortie d'un brouillard dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que je le quitte. Plus je m'investissais dans mon travail, plus je me sentais éloignée de la version de moi-même qui essayait autrefois si fort de les rendre fiers. Quand le stage s'est terminé, le cabinet a proposé de me garder pour des missions à distance pendant l'année scolaire, chaque tâche aiguisait ma capacité à détecter les erreurs cachées sous des couches de documentation incomplètes. Je construisais des listes de contrôle, des modèles et des flux de vérification,
des outils qui économisaient des heures de travail et réduisaient les oublis, l'équipe a commencé à compter sur mes méthodes même quand je n'étais pas celle qui complétait le projet. En dernière année, j'avais tracé un chemin sans m'en rendre compte, mon expérience professionnelle a mené à des invitations à des conférences, du réseautage et finalement une offre de CDI dans un cabinet gérant des évaluations d'actifs à grande échelle au niveau national. Le travail exigeait rigueur et confidentialité, deux qualités qui me semblaient naturelles, alors j'ai accepté sans hésiter. La remise des diplômes s'est passée calmement, Chloé n'est pas venue car elle avait des projets avec des amis qu'elle considérait importants, mes parents sont arrivés en retard et sont partis tôt, offrant des félicitations qui ressemblaient plus à une obligation polie qu'à de la fierté. Debout dans ma toge après la cérémonie, diplôme en main, j'ai remarqué une étrange légèreté dans ma poitrine, pas de la tristesse mais une confirmation, leur absence de mes accomplissements était devenue si normale que je n'attendais plus rien de différent. En entrant dans l'âge adulte, je portais une simple compréhension avec moi, j'avais appris à construire ma vie dans les espaces vides qu'ils avaient laissés, et plus j'avançais dans cette vie, plus je voyais clairement à quel point elle dépendait peu d'eux. Quand j'ai commencé mon poste à temps plein après l'université, l'ajustement a semblé étonnamment naturel, le cabinet fonctionnait avec une intensité calme, pas de bavardages inutiles, pas de mouvements perdus, juste une attention focalisée sur le genre de travail qui exigeait de la précision. Je me suis installée dans cet environnement comme on entre dans un bain chaud, pour la première fois mon instinct de tout vérifier 2 fois n'était pas traité comme de la surréflexion, c'était un atout. Mes premiers projets se concentraient sur l'examen de vieux dossiers financiers pour des clients ayant hérité de portefeuilles complexes, certains documents remontaient à des décennies, éparpillés dans des archives papier, des bases de données obsolètes et des dossiers mal étiquetés. La plupart des gens trouvaient le travail fastidieux, mais pour moi, c'était comme assembler une structure plus large que personne d'autre ne pouvait voir entièrement. J'ai conçu mon propre système de vérification, cartographiant les pistes d'actifs comme on tracerait les racines d'un arbre généalogique, et le cabinet a remarqué les gains d'efficacité presque immédiatement. À la fin de ma première année, je dirigeais de petites équipes d'audit pour des catégories d'actifs spécifiques, j'aimais le défi, mais ce qui me surprenait le plus était à quel point j'aimais former les nouveaux analystes. Il me rappelait la version de moi-même qui s'asseyait autrefois calmement en classe, inaperçue mais absorbant tout, et leur enseigner offrait une étrange forme de conclusion, une reconnaissance que j'étais devenu quelqu'un capable de former les autres, même si ma propre famille ne me voyait jamais ainsi. Mon salaire n'était pas extravagant mais il était stable, et je continuais d'épargner méticuleusement, évitant les dépenses inutiles, choisissant un appartement modeste près du bureau et gardant ma routine simple. La plupart des soirs, je cuisinais des repas basiques, je mettais à jour mes tableaux de budget et je lisais des études de cas du secteur, ce n'était pas glamour mais ça semblait solide, stable d'une manière que mon enfance n'avait jamais été. Pendant ce temps, les nouvelles de la maison arrivaient sporadiquement, mes parents demandaient rarement des nouvelles de mon travail à moins que cela ne concerne ma capacité à aider financièrement pour quelque chose. Chloé dominait chaque conversation, ses ambitions, ses échecs, ses plans évolutifs qui changeaient tous les quelques mois, elle quittait l'école, revenait, changeait de filière, abandonnait, réessayait. Chaque changement provoquait une nouvelle inquiétude chez mes parents qui cadraient chaque pivot comme un autre défi dont elle devait être protégée. Quand je visitais pendant les fêtes, rien dans la maison n'avait changé sauf le degré auquel la présence de Chloé remplissait chaque centimètre d'espace. Mes réussites, promotions, audits terminés, reconnaissance des associés seniors s'enregistrait à peine, ma mère répondait généralement par un « c'est sympa », distrait, se tournant déjà vers ce que Chloé voulait, mon père hochait parfois la tête poliment mais posait rarement des questions de suivi. Leur désintérêt ne faisait plus mal mais il atterrissait avec un poids sourd que je portais sur le trajet du retour. Durant ma 3e année au cabinet, j'ai commencé à prendre des clients indépendants, des individus qui avaient besoin d'audits privés ou d'évaluation, ils venaient par recommandation, collègues ou anciens clients qui appréciaient ma précision. Je gérais le travail les soirs et week-ends, gardant chaque dossier séparé de mes tâches au cabinet, le revenu supplémentaire n'était pas quelque chose sur lequel je comptais m'appuyer, mais il offrait un coussin que j'appréciais. Avec le temps, ce coussin a grandi pour devenir quelque chose de substantiel, je ne l'étalais pas, au contraire je le cachais inconsciemment, je portais les mêmes vêtements discrets, conduisais la même voiture fiable et évitais les conversations qui pourraient laisser entendre à quel point les choses allaient bien. Une partie de cela était par discrétion, une autre partie venait de vieux réflexes d'avoir grandi inaperçus, il semblait plus sûr que le succès reste silencieux. Comme mes économies augmentaient,
j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai déménagé dans un quartier plus calme et j'ai acheté une petite maison de ville. Ce n'était pas luxueux mais elle avait des lignes épurées. La lumière du soleil filtrait à travers de larges fenêtres et il y avait assez d'espace pour un bureau à domicile dédié. Pour la première fois, j'avais un endroit qui ne résonnait pas de ressentiment ou de favoritisme, juste de calme. La distance avec ma famille s'est élargie naturellement, je visitais moins souvent, en partie parce que le travail exigeait plus de mon temps, en partie parce que l'épuisement émotionnel persistait longtemps après chaque voyage. Mes parents ne commentaient pas mes absences à moins qu'ils aient besoin de quelque chose. Chloé me contactait rarement directement sauf si elle voulait un conseil qu'elle n'avait aucune intention de suivre ou de l'argent qu'elle insistait vouloir rembourser mais ne le faisait jamais. Un soir, en finissant un audit privé dans mon bureau à la maison, j'ai remarqué une étrange réalisation s'installer. Plus ma vie se stabilisait, plus la leur semblait orbiter autour de problèmes qu'ils refusaient d'affronter. Leur dépendance envers moi, bien que non dite, devenait plus lourde, tandis que leur reconnaissance de mes efforts continuait de rétrécir. Ce n'était pas une révélation dramatique, juste une reconnaissance tranquille que le fossé entre nous était devenu trop large pour être comblé sans déchirer quelque chose. À l'approche de l'hiver cette année-là, le schéma était indubitable. J'avais passé des années à construire un monde défini par la structure, la discipline et la responsabilité, tandis que celui dont je venais tournait toujours autour des excuses, des attentes et de la mémoire sélective. Et bien que rien d'explosif ne se soit encore produit, un sentiment de rupture inévitable avait commencé à faire surface, une rupture qui, je le savais, finirait par trouver son moment. Alors que décembre s'installait sur le quartier, j'avançais dans la saison avec un sentiment de calme rodé, mon emploi du temps était plein mais prévisible et la maison semblait stable d'une manière dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. Quand j'ai accepté de passer Noël chez mes parents, ce n'était pas par obligation mais juste une volonté d'être présente sans rien attendre en retour. J'ai emmené mon ordinateur portable car j'avais un rapport d'évaluation en attente avant la clôture de la période des fêtes, rien d'inhabituel pour mon travail. La matinée a commencé calmement, la maison sentait légèrement la cannelle et plusieurs parents passaient avec des cadeaux emballés et les conversations habituelles. J'ai aidé à sortir les apéritifs. Je suis restée à l'écart des personnalités les plus bruyantes et je me suis éclipsée à l'étage brièvement pour vérifier la progression du téléchargement que je devais revoir. C'était une simple tâche professionnelle, quelque chose que je comptais finir avant le dîner pour ne plus avoir à y penser. Je n'ai pas entendu Chloé entrer dans la pièce, j'ai seulement remarqué sa présence quand elle s'est approchée de mon épaule, tendant le bras devant moi pour un câble dont elle prétendait avoir besoin. J'ai incliné l'ordinateur légèrement par habitude, mais pas assez vite. Ses yeux ont capté le tableau de bord financier sur mon écran, les chiffres que j'utilisais pour mon suivi interne, le montant total économisé sur différents comptes. Pendant un moment, elle s'est figée et l'expression qui a traversé son visage n'était pas de la confusion, c'était de l'opportunisme. Elle est descendue avec l'ordinateur toujours à la main et avant que je puisse la suivre, j'ai entendu sa voix s'élever au-dessus de la conversation. Elle ne criait pas, elle n'en avait pas besoin, elle a simplement annoncé que je cachais de l'argent alors que tout le monde galérait. Quand j'ai atteint la dernière marche, la moitié de la pièce fixait l'écran qu'elle orientait vers eux. Mes totaux n'étaient pas extravagants selon les normes de l'industrie, mais pour ma famille qui croyait que je vivais d'un salaire à l'autre, ce chiffre a transformé l'air dans la pièce. Le bavardage s'est dissous, remplacé par un silence stupéfait qui semblait plus lourd que le bruit. Ma mère a été la première à réagir, insistant qu'il devait y avoir un malentendu, que je ne pouvais pas avoir accumulé autant toute seule. Mon père s'est penché plus près de l'écran comme si la distance était la seule chose qui interférait avec la compréhension, et quand ils ont finalement accepté ce qu'ils voyaient, le ton a changé. Il n'y avait aucune curiosité sur mon travail, aucune reconnaissance de la discipline derrière ces économies. Au lieu de cela, des questions se formaient autour de ce à quoi ils croyaient avoir droit. Chloé a suggéré que je pouvais l'aider à effacer ses dettes et enfin prendre un nouveau départ. Ma mère a spéculé sur des dépenses qu'ils avaient repoussées. Mon père a murmuré quelque chose sur l'équité et la responsabilité familiale. Aucun d'eux n'a demandé comment j'avais atteint ce point ou pourquoi je n'avais jamais rien dit. La supposition était simple, ce que j'avais devait être partagé. Leurs réactions se chevauchaient jusqu'à ce que la pièce semble bondée d'attentes qui existaient bien avant que le solde de mon compte n'apparaisse sur un écran. La frustration de Chloé a grandi quand je n'ai pas répondu, et elle m'a accusé de retenir un soutien qu'elle croyait mériter. Ma mère a prétendu ne pas comprendre pourquoi je n'aiderais pas ma propre sœur, comme si des années à l'accommoder n'avaient pas déjà grignoté toute la marge que j'avais autrefois.
Mon père a cadré ça comme une question de loyauté. Chaque déclaration révélait une vérité que je connaissais déjà mais que je n'avais jamais entendue aussi clairement, leur amour avait toujours été conditionnel. J'ai fermé l'ordinateur et je l'ai tenu à mes côtés, le bruit de la pièce continuait mais je n'en faisais plus partie, leur déception n'était pas nouvelle, elle était seulement plus forte maintenant, amplifiée par un chiffre qu'ils n'attendaient pas. La réalisation s'est installée lentement, aucune explication ne changerait ce qu'ils croyaient qu'on leur devait, ils ne voulaient pas de compréhension, ils voulaient un accès. Quitter la maison a semblé instinctif, je suis sorti dans l'air froid, le calme s'installant sur moi plus tranchant que le vent, et j'ai marché vers ma voiture sans me retourner. Il y a eu des appels pendant que je rentrais chez moi, des messages qui remplissaient mon écran par rafales, certains en colère, certains suppliants, certains tentant de me culpabiliser selon des schémas familiers, je n'ai répondu à aucun d'eux. Les jours suivants ont apporté plus de tentatives, mes parents ont argumenté qu'aider Chloé était simplement la bonne chose à faire, Chloé a insisté qu'elle avait été trahie, des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté avec des opinions non sollicitées. C'était remarquable à quel point les gens se sentaient justifiés de faire des demandes quand ils croyaient que quelqu'un d'autre portait la responsabilité de leur confort. J'ai sauvegardé chaque message, je les ai transférés à mon avocat et j'ai demandé qu'une mise en demeure formelle soit rédigée pour établir des limites concernant le harcèlement, ce n'était pas vindicatif, c'était nécessaire. Quand la notification a été livrée, les appels se sont estompés, le silence qui a suivi n'était pas chaleureux mais il était honnête. Des semaines ont passé, je me suis adapté au calme, je suis retourné au travail, j'ai reconstruit le sentiment de paix qui avait été interrompu cet après-midi-là. La distance entre ma famille et moi n'était pas un acte de rébellion, c'était un pas vers la sécurité, chaque décision qui a suivi, changer de numéro, ajuster les paramètres de confidentialité, redéfinir qui avait accès à moi, semblait être la conclusion inévitable d'une vie passée à compenser leur négligence. Ce qui m'a le plus surprise n'était pas la perte, mais l'absence de chagrin, je ne pleurais pas la version de la famille que j'avais espérée, cette version n'avait jamais existé, ce que je pleurais brièvement c'était le temps que j'avais passé à essayer de gagner quelque chose qui n'était jamais à moi de recevoir. Noël est venu et reparti l'année suivante sans un appel de leur part, le matin calme ressemblait plus à de la liberté qu'à de la solitude. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable pour un nouvel ensemble de clients et réalisé que j'étais entré dans une vie construite entièrement par ma propre structure, ma propre stabilité, ma propre résilience. J'ai appris quelque chose qui est resté avec moi, on peut aimer les gens profondément et choisir quand même de ne plus les laisser nous blesser, les limites ne sont pas des barrières, ce sont des portes pour devenir quelqu'un qui ne rétrécit plus pour s'adapter aux vieilles attentes. Merci d'avoir écouté mon histoire, si vous avez déjà dû vous éloigner d'un endroit qui refusait de voir votre valeur, j'espère que cela vous a aidé à vous sentir moins seul, et avant de partir, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.